Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est juste incroyable. On se retrouve pour la visite de l'usine Alpine à Enstone. En fait, Alpine F1 Team a deux usines, ça vous le savez peut-être. On a la partie moteur qui est à Viry-Châtillon en région parisienne, c'est là où sont faits vraiment tous les moteurs Alpine pour la Formule 1. Et puis on a la partie châssis, donc toute on va dire la partie carrosserie, suspension, etc. Tout ça c'est fait en Grande-Bretagne, ici à Enstone, dans cette usine. C'est là qu'on fait l'assemblage du moteur et du châssis. Donc du coup on va partir visiter cette usine. On va aller voir du matériau composite, donc du carbone, on va aller voir l'assemblage des châssis, on va aller voir les designs, etc. Je vais pas pouvoir vous montrer toutes les nouvelles upgrades, hein, malheureusement, mais sachez que je vais essayer de vous filmer un maximum de choses. Donc bon, bah c'est parti pour la visite de l'usine Alpine à Enstone. Let's go! Et c'est tout ce que je peux réellement vous montrer de l'usine. Oui, vous vous doutez bien qu'on rentre dans un secret industriel hyper important, que ce n'est pas juste « spoil pas la voiture de l'année prochaine s'il te plaît », mais c'est aussi « spoil pas nos installations, les choses que l'on sait bien faire par rapport aux autres, sur lesquelles on a un avantage pour le coup, et les choses peut-être qu'on sait un petit peu moins bien faire, mais le tout, ça pourrait donner des idées ou avantager les adversaires, donc pas ouf. Bref, filmer une usine de Formule 1, c'est comme retourner ses cartes au poker devant ses adversaires quand on joue les WSOP. Voilà, c'est giga hyper sensible. Alors oui, je sais, c'est bête de faire venir un créateur de contenu pour finalement dire « pars du principe que tu peux pas filmer ». Mais, on m'a montré 1 milliard de choses que je vais tenter de vous restituer du mieux que je peux en m'aidant des images faites par Alpine de sa propre usine. Donc j'ai pas la pression de me dire « merde, j'ai montré un truc qui peut donner une idée à McLaren par exemple, qui peut gratter une amélioration et battre Alpine pour 1 point au championnat. » Voilà, donc tranquille. Alors du coup, j'ai fait la visite de l'usine d'Enstone qui a duré toute la matinée. J'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué leur département et leur métier, hein, là où ils travaillent. Et pour vous la faire courte, on a, allez, on va dire 4 gros départements dans une écurie de F1. On a le département aéro, là où on a les créatifs fous qui jouent avec la carrosserie pour que l'air s'écoule de manière à avoir le maximum de performance aéro. Là-dedans, on met aussi évidemment soufflerie et tests aérodynamiques, etc., etc. Ensuite, on a le département technique, là où on s'occupe finalement de concevoir tout le reste de la voiture, grosso modo, tout ce qu'il y a en dessous de la carrosserie, toutes les pièces qui constituent une F1. C'est pas juste genre le moteur, là je sais pas, c'est dessiner les pédales de la voiture, le volant, quel matériau on va utiliser, les suspensions, est-ce qu'on peut trouver des innovations dans le système de freinage, tout l'électronique, comment on peut faire en sorte que ce soit mieux. Enfin bref, et c'est là aussi où on va tester toutes les pièces pour voir si on arrive à en tirer une bonne fiabilité. On a le départ de la manufacture, dont le département composite, en fait c'est l'endroit où on fabrique le carbone, d'après les plans qu'on nous a donnés, et c'est aussi là où on va véritablement construire la voiture en elle-même. Et une Formule 1, c'est environ 22 500 pièces à assembler. Ouais, 22 500 pièces à assembler, ça fait un paquet de pièces. Puis on a le département avec le simulateur qui sert d'outil de test à la fois pour travailler sur la voiture actuelle de la saison en cours et pour travailler sur la voiture future, donc celle de l'année prochaine, et aussi pour faire des essais de corrélation, pour bien calibrer les outils de simulation par rapport à ce qu'on a sur la piste. Et vous allez me dire, Despiello, tu as oublié le département moteur. Oui, c'est pas faux, mais la partie moteur en règle générale aujourd'hui est dans une autre usine à part, pour Ferrari, où tout est réuni sur un même site. Alors pour Alpine, les moteurs sont conçus et fabriqués à l'usine de Viry-Châtillon en banlieue parisienne. Pour les moteurs Mercedes par exemple, ils sont conçus et fabriqués par l'entreprise HPP à Brixworth en Angleterre, pendant que le châssis lui est fabriqué à Brackley, donc à 1 heure de route. Donc c'est pas la même usine. Red Bull par exemple, avec sa nouvelle entreprise Red Bull Powertrains, fabriquera ses moteurs dans le même campus que l'usine châssis à Milton Keynes. Autrement, les moteurs Honda étaient bien conçus et fabriqués au Japon. Pas la porte à côté. Alors, on a toujours tendance à penser que le modèle de fonctionnement d'Alpine, anciennement Renault, était très particulier du fait de scinder le moteur et le châssis, de ne pas les avoir dans la même usine. Et pourtant, on est sur des modèles très similaires, même si Brackley et Brixworth, dans le cas de Mercedes, c'est pas super loin, c'est à 1 heure de route, donc ça va. Bref, il faut donc faire travailler tous ces départements et usines ensemble pour avoir la meilleure performance possible.
tel un chef d'orchestre qui dirige ses musiciens pour pouvoir sortir une musique absolument parfaite, sans aucune fausse note. Alors j'insiste vraiment sur ce dernier point, car vraiment sur la visite entière de l'usine, je me suis rendu compte à quel point chaque individu qui l'a composé devait non seulement être l'un des meilleurs dans son domaine, mais aussi avoir un réel sens de la compétition, et qu'il devait absolument travailler en symphonie avec tous ses autres collègues pour qu'au moment de l'extinction des feux, la machine donne le meilleur d'elle-même à travers le talent du pilote. Alors aujourd'hui, oui, je saisis beaucoup plus le merci à tous les gens qui travaillent à l'usine d'arrache-pied et tout dans les radios des vainqueurs des Grands Prix. Bah ouais, parce qu'en tant que spectateur, on voit des pilotes et des machines s'affronter, alors qu'en vérité, ce sont des collectifs d'intelligence immenses qui s'affrontent. En fait, cette visite de l'usine, ça m'a donné une vision hyper humaine de la Formule 1. C'est deux pilotes et la créativité, l'intelligence, la détermination, la précision de 500, voire plus, employés réunis en deux monoplaces qui prennent le départ de chaque Grand Prix. Et c'est juste phénoménal, quoi. J'ai vraiment pu saisir enfin l'immensité de la tâche de concevoir et de fabriquer une Formule 1, et j'ai pu sentir une infime partie de tous ces efforts fournis pour qu'on arrive à ce résultat-là. Bon bref, maintenant qu'on a parlé des sentiments, au lieu de vous faire une visite complète de l'usine en une vidéo, je vais vous faire ça par département pour que ça soit peut-être un petit peu plus digeste pour vous. Et aujourd'hui, on va commencer et voir ensemble la partie avec la soufflerie et l'aéro. En F1, l'aérodynamisme, c'est super important, probablement plus que dans n'importe quelle autre catégorie du sport auto, sauf que contrairement à il y a quelques décennies, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, hein. On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a ce que l'on appelle un règlement technique à respecter. Et pour être technique, c'est diablement technique. Alors la première chose que les aérodynamiciens vont faire avec un nouveau règlement, comme celui de 2022 qui est totalement différent de celui de l'année dernière, c'est de délimiter visuellement ce qui est réglementaire de ce qui ne l'est pas. En fait, on va construire une Formule 1 en 3D en prenant toutes les limites réglementaires de ce que l'on peut faire d'un point de vue aéro, genre carrosserie quoi. En fait, ça donne une voiture composée de sortes de boîtes, un peu style Lego si tu préfères, et toutes ces boîtes représentent donc la limite de ce que chaque article du règlement t'autorise à faire. On va pouvoir s'adonner à tout ce que l'on veut à l'intérieur de ces boîtes pour donner la forme que l'on souhaite à la carrosserie de la voiture, de l'aileron, etc. Alors forcément, en fonction du règlement, vous avez des boîtes qui sont plus permissives que d'autres, hein, comme les pontons de la voiture, où on a la place de faire à peu près tout ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on a autant de différences à travers la grille sur les pontons des voitures. Et vous avez des boîtes où c'est beaucoup plus strict, comme l'aileron arrière par exemple, qui fait que, de manière générale, tous les ailerons arrière se ressemblent, mais c'est dans les détails qu'on va voir des différences. Alors juste en passant, toute cette 3D, c'est de la grosse géométrie avancée. Maintenant, on fait appel à la créativité des aérodynamiciens pour faire la voiture qui soit le plus efficace possible. On veut de l'appui, mais peu de traînée, et c'est toujours un compromis à trouver. Et pour ça, c'est la mécanique des fluides et des bonnes grosses formules bien attaquées, quoi. Là, en termes de maths, attention les yeux. Bref, on commence à dessiner des formes de fou, on peut tester ça en CFD, et surtout, on va fabriquer un modèle à 60% de la taille réelle de la voiture, que l'on va mettre dans la fameuse soufflerie pour tester nos concepts et voir leur impact aérodynamique, on va dire. Alors il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo un peu générale sur le développement en Formule 1, en vous parlant justement de CFD et de soufflerie, que je vous invite à aller voir ici si ce n'est pas déjà fait, car là on va un petit peu plus se pencher sur comment fonctionne une soufflerie, car en grand chanceux que j'ai été, j'ai pu mettre les pieds directement dans le tunnel. Il y a des employés à Enstone, de l'usine, qui n'ont jamais eu cette chance par exemple. C'est un truc de ouf. Bon alors, grosso modo, on a deux types de souffleries qui existent. On a une soufflerie où on va souffler de l'air et on va éjecter cet air derrière, ce qui demande un énorme effort pour pouvoir souffler à de grandes vitesses, puisque faut pouvoir prendre un air statique et pouvoir l'accélérer à 170 km/h par exemple. Donc ça demande quand même pas mal d'énergie. Et ensuite, on a un deuxième type de soufflerie qui est en fait un système fermé, où on commence à souffler de l'air qui passe dans une sorte de filtre à air, entre guillemets, pour avoir un air fluide, pas turbulent, et qui arrive donc sur la maquette directement. Et derrière, en fait, l'air qu'on va récupérer derrière, on va le récupérer, qui va à son tour alimenter plus facilement le gros ventilo qui souffle de l'air et qui va accélérer l'air jusqu'à la vitesse désirée. Donc en fait, ça fait un cycle, si tu préfères. Et ça, quand même mieux. Et grosso modo, toutes les souffleries, c'est comme ça. Alors à l'ancienne, une soufflerie, c'est un emplacement avec ta voiture par exemple, et puis une énorme baie vitrée, et quand on n'avait pas tous les ordis et la technologie, etc., on pouvait souffler une sorte de fumée qu'on pouvait voir à l'œil nu sur la manière dont l'air se comportait sur l'objet.
et voir comment l'air se comportait derrière l'objet une fois qu'il avait tapé l'objet. Alors aujourd'hui, on a des capteurs dans la soufflerie, dont certains qui peuvent bouger sur un bras autour de la voiture, et on a des capteurs installés un petit peu partout sur et dans la voiture. D'ailleurs la voiture, ou plutôt les voitures, ce sont des grosses maquettes sur lesquelles on travaille un peu comme sur les vraies voitures qu'on peut voir dans la fameuse Race Bay, sauf que là elles sont plus petites et on joue en quelque sorte au Lego avec pour positionner de nouvelles pièces dessus qu'on va tester. Alors je crois pas qu'il soit limité en nombre de maquettes, mais c'est une dépense à prendre en compte dans le budget capé évidemment. Le but c'est de faire tourner de la manière la plus efficace possible ta soufflerie. Donc tu vas avoir 2-3 maquettes de la voiture de l'année en cours, et 2-3 maquettes, on va dire, de la voiture de l'année prochaine. Et on va les préparer avec différentes pièces que l'on va vouloir tester. Comme ça, on perd pas trop de temps à changer à chaque fois la même maquette. D'ailleurs, vous allez me demander, mais comment sont fabriquées ces maquettes? Alors, elles ne sont pas en carbone, à ma grande surprise, mais dans une matière spécifique, dont j'ai évidemment oublié le nom, sinon c'est pas marrant. Mais en tout cas, en fait, on fabrique les voitures avec des grosses imprimantes 3D. On fabrique toutes les pièces avec une imprimante 3D qui tourne quasiment 24 heures sur 24, ils en ont quelques-unes. Et la matière donne un ton un peu bleu-violet qui a de très bonnes propriétés sur la manière dont l'élément peut ou pas se déformer en fonction de la température et du frottement de l'air, etc. Bref, grosso modo, c'est une matière qui est parfaite pour faire des tests en soufflerie. Alors les pneus, pareil, c'est Pirelli qui les fournit, ouais. Donc Pirelli fournit des petits pneus pour ces maquettes, ce qui n'était pas le cas avant leur arrivée en Formule 1, où chaque écurie devait se débrouiller elle-même, parce que ni Michelin ni Bridgestone à l'époque ne fournissaient des petits pneus pour les maquettes en soufflerie. Du coup, c'était un peu la merde. Alors ça permet d'avoir un aperçu de la déformation du pneu si on met de la charge, mais on va pas voir l'usure ou la dégradation de la même manière, évidemment. En fait, ça permet juste de voir les turbulences que les pneus vont générer et l'impact qu'ils vont avoir sur le reste de la voiture avec le travail des suspensions et tout. Dernière chose sur la voiture, quand je suis entré dans le tunnel, j'ai vu une version 2023 de l'Alpine. Dans ses toutes premières phases de développement, mais même avec un œil un petit peu avisé que je pense avoir, je reconnais que j'ai vu quasiment aucune différence avec l'Alpine que l'on a pour l'instant aujourd'hui en piste. C'est d'ailleurs entre deux runs, donc du coup il manquait un aileron avant sur la voiture, enfin bon bref. Du coup à la fois hyper saucé d'avoir vu la maquette, mais très déçu de ne pas avoir eu un meilleur œil pour voir un petit peu les nouveautés quoi. Donc du coup c'est un peu complexe quoi. Puis encore une fois c'est très tôt dans le développement de 2023, donc du coup peut-être qu'ils n'avaient pas encore tout bien fait quoi. En revanche, ce qui m'a surpris, et ça a été une de mes questions, c'est que la maquette a plein de petites vis, de petites jointures, tu vois, qui donnent un revêtement pas très lisse sur la maquette. Et comme sur la vraie voiture en piste, on scotche les différents interstices pour avoir un écoulement de l'air le plus parfait possible. C'était pas le cas dans la soufflerie. Alors du coup, c'est pas le cas parce que c'est plus pour des raisons pratiques, car on change souvent les pièces, et l'incidence de ces petits interstices entre les pièces ne chamboule pas les mesures, donc en fait ils s'en fichent un peu, c'est pas trop grave. Ceci dit, ils font en sorte que les pièces soient alignées évidemment, pas que il y ait des différences, faut que ce soit quand même un minimum lisse. Alors du coup, ça se passe comment quand on fait un run, et c'est quoi un run en soufflerie? Richard m'a justement expliqué tout cela. So we've got an aerodynamicist sitting here looking at the live data as the wind tunnel's running, and you've got tunnel engineers and tunnel operators here who are moving the model at the beginning and end of a run, taking measurements from the model and looking after all the tunnel systems, making sure everything's working correctly. As a team, we have 288 at the moment runs to use each testing period. Testing period lasts 8 weeks. If we are more successful on track, we get fewer wind tunnel runs to play with, and vice versa. At the moment, we're P5 in the Constructors' Championship, which means we get 288 runs and 72 hours of fan time to use each period. We spread that over 8 weeks. Can you define a run? Yeah, so a run starts when the wind speed goes above 3 meters per second. Okay, which is in kilometers per hour? In kilometers about 10 kilometers per hour. Okay, so when it starts, 10, as it starts accelerating. Okay. And then we settle at around 48 meters per second, which is 170 kilometers per hour. Perfect. A run lasts anything between 8 and
60 minutes, depending on what we're testing. Different run lengths because we use different technologies in the tunnel, different ways of taking data from the model. Each time you do a run, the amount of time that you're using is all fan time that you're burning. So that's why we have this limitation on fan time and also on run count. And we spread that over the 8 weeks that we go into all testing. So on average, on a day in the tunnel, we'll do between 3 and 10 runs depending on what we're doing each day. We start early in the morning, finish late at night. Sometimes we run weekends if we have to as well. But I will take you into the tunnel. And just a quick question: when you make the run, the car is sitting on a belt, right? Yeah. And the car has to not move. Like you cannot. It cannot be dynamic. It is dynamic. Yes. It is dynamic, like you can see the I don't know, the suspension or... Yes, exactly. So we are limited in exactly what we can do, but the way it works is that the model is suspended by a sting, a strut, from a balance system that's located in the roof. And the model moves around as that system moves during a wind tunnel run, and that simulates the different ride heights and roll that you see on the track. So the model is moving relative to the road during a run. So we are allowed to do that under regulations, and we have control systems that change the wheel loads as well, so we get the right tyre squash, things like that. Yeah, the model moves to different positions during the run to simulate high-speed corners, low-speed corners, roll, yaw, steer, all that kind of stuff. And we take measurements throughout the run, and then we essentially have weightings and averaging to be able to work out overall whether that makes the car faster or slower around the track. And then the wind speed comes down, the model makers go into the tunnel, they make a change on the car, we do it all over again. And you can see porpoising. In the wind tunnel. No, yes, maybe. No, not really, because the way the tunnel works is that the model is held in particular positions. It's driven to a position, and then we measure the load. The load is never enough to drive the position. You see what I mean? On the track, the way the load varies ultimately changes the position of the car because it's sat on its suspension. So that's where porpoising comes in, where the aerodynamic load is changing, and it's moving the car on its suspension, on its wheels. In the wind tunnel, the car is being controlled by the control systems. So we don't see porpoising. And as an aerodynamicist, how do you compose? Like, okay, we have porpoising on the car, then you need to design a piece or to see how you can solve the problem. How can you through CFD and also through the wind tunnel, how can you say, okay, that might actually work? Yeah, there are development directions you could take where you try and make the car less sensitive to certain ride heights, because ultimately porpoising is caused by a change in aerodynamic load at different ride heights. You know, so there are decisions you can make or development directions you can do where you try and make it less sensitive to ride height changes. But ultimately, you might be giving away performance then. So this is the compromise that teams like Mercedes and Ferrari and Red Bull are really experiencing right now. I think Alpine has not been as troubled by porpoising as some of the other teams, but ultimately it's a case of compromise. It's how you set up your car. So it's not so much an aero development thing, it's more of a car setup, race engineers kind of thing, I think. Okay, perfect. Thanks. Cool. Okay. Alors j'ai complètement oublié de lui poser la question que vous avez été très nombreux à me poser justement dans la vidéo sur le développement en Formule 1, mais parce que je connaissais un petit peu en partie la réponse, c'est comment la FIA veille au fait que les équipes respectent bien le temps et le nombre de runs auxquels elles ont le droit d'un point de vue réglementaire dans leur soufflerie. Alors ça c'est simple, la FIA a accès aux caméras de la soufflerie. Elle est un petit peu comme l'EDF, si tu préfères. Il y a un compteur pour savoir quand la soufflerie est en route ou pas. Donc oui, globalement, elle surveille ce qu'il se passe dans la soufflerie au moment où elle est en route, quoi. En revanche, et si demain, j'ai X millions d'euros, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aller tester des pièces dans une autre soufflerie, etc., sans rien dire à personne? C'est une très bonne question et on me l'a posé aussi en commentaire. Et c'est vrai que j'y avais pas réfléchi, mais intéressant. On va essayer de réfléchir ensemble. Alors premièrement, si tu as une nouvelle grosse pièce, genre un fond plat, qui arrive sur la voiture et qu'elle n'est jamais passée en CFD ou en soufflerie, honnêtement, la FIA va se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Donc tu attises
la curiosité est pas dans le bon sens. Deuxièmement, il faut s'assurer que tu gardes parfaitement le secret, et je pense que l'histoire tout court, hein, pas que en Formule 1, nous l'a montré. Ça marche pendant un temps, mais sur un coup de malchance ou un malheureux hasard d'un gars qui tombe sur cette fameuse soufflerie secrète, ça finit par te péter à la gueule. Donc, a priori, si tu vas tester des pièces dans ta petite soufflerie secrète, c'est probablement pas des grosses pièces comme le fond plat, parce que quoi qu'il arrive, faudra les faire repasser dans ta soufflerie à toi, pour éviter tout soupçon. Donc, tu fais 2 fois de la soufflerie, donc c'est un petit peu con déjà à la base. Donc, a priori, tu partirais peut-être tester des plus petites pièces dont le gain aéro serait pas spécialement ouf. Et donc, tu déploierais énormément d'efforts pour finalement pas grand chose quand tu pourrais te concentrer tout simplement à pas faire de la merde toi-même. Tu vois un peu la réflexion? Et puis accessoirement, ouais, il faut justifier le budget hein, que tu dois couvrir comptablement parlant pour pas dire dans ton bilan que la FIA va regarder, soufflerie secrète MDR, 15 millions, tu vois. Non, genre... Bon, il y a des schémas financiers à faire, mais quand même. Donc une soufflerie secrète, c'est finalement pas du tout rentable aujourd'hui par rapport aux contrôles qui sont faits, c'est bien trop de risques et d'efforts pour finalement pas grand chose. Je termine sur la soufflerie en vous disant que grosso modo, le département aéro et la soufflerie, c'est presque une mini-équipe de F1 dans une équipe de F1. En fait, on conçoit des formes, on les simule dans des logiciels, on les fabrique et on les teste dans le, entre guillemets, réel, hein, donc dans la soufflerie, et on améliore le tout. Et dans le même temps, faut aussi récupérer les datas de la piste réelle, etc. et tout mettre ensemble. Hein. Et dans le même temps, il faut régulièrement entretenir sa soufflerie. Ça veut dire qu'il faut toujours faire des essais de corrélation pour éviter qu'on ait un mauvais point de départ pour ensuite comparer ce qui se passe dans le réel et ce qui se passe dans la soufflerie, etc. et qu'on n'ait pas les mêmes résultats ou pas les mêmes choses. Donc du coup, c'est un peu la merde. Et 2 fois par an, on va quasiment tout démonter, inspecter, échanger et améliorer la soufflerie pour être sûr d'avoir un bon outil qui soit nickel. Et là-dedans, chez Alpine, ils sont très très forts. Ce qui se traduit du coup par des progrès qui sont continus depuis le début de la saison 2022 notamment. C'est pas la meilleure voiture, mais ça progresse de manière très constante par rapport à d'autres qui font un peu les montagnes russes. Autre petit sujet, McLaren par exemple est en train de rénover sa soufflerie et du coup ils n'ont pas de soufflerie et ça prend pas mal de temps. Du coup, comment ils font? Ils vont à Cologne, chez Toyota, tout simplement, qui ont une des meilleures souffleries d'Europe en tout cas. Et le fait de devoir faire le trajet, etc., alors ça prend du temps, c'est beaucoup d'organisation, c'est peut-être un handicap, ça dépend comment ça se passe. Là où chez Alpine, suffit de descendre d'un étage et on a tout ce dont on a besoin sur place par exemple. Alors dans l'idéal et selon les infrastructures des équipes, la soufflerie est quasiment toujours là où se situe l'usine et les bureaux de l'équipe, notamment toute la partie châssis, etc.